Si pour vous l'aventure ce n'est pas qu'un beau décor, alors suivez-nous au cœur du monde d'Angkor, au milieu des tempêtes, des histoires millénaires, des rencontres de poussière et du tumulte des routes. Dans cet épisode, on vous emmène à la découverte de la civilisation khmer, des temples mystiques et légendaires d'Angkor et de leurs mystères sacrés qui défient le temps. Avec nous, deux nouveaux compagnons de route, des rires, de la sueur, des péripéties, des averses tropicales et cette impression de ne jamais savoir ce qui nous attend au prochain virage. Une aventure trépidante, vibrante, imprévisible. Un épisode de 50 minutes au cœur de l'histoire et du chaos. Alors installez-vous confortablement. Nous, c'est Alexandre et Romain. Le 2 juin 2024 débutait la plus grande aventure de notre vie. Un tour du monde à vélo. Et après avoir traversé l'Europe, Embarquez avec nous à la découverte de l'Asie. Aujourd'hui, on reprend la route en direction du Cambodge. Bye bye Khao Yai, Kapun Kap. Franchement, pour rien vous cacher, vous savez qu'on aime bien garder le sourire et surtout après ces jours incroyables à Khao Yai. Faut quand même bien dire que la chaleur est une des plus insoutenables qu'on ait jamais eues. Avec des coups de camion, on va y arriver hein. Faut que j'aille m'évanouir tout de suite. On est égaré au milieu des palmiers. Va-t-on trouver l'entrée du parc national de Tampla pour notre bivouac de ce soir? J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Il fait une chaleur. C'est... De toute façon, j'ai l'impression d'avoir dormi éveillé. Ça s'appelle un paradoxe, les enfants. Eh oui. Ça s'appelle une nuit de merde aussi, accessoirement. Bon, faut que je me dépêche, le patron, il va se mettre en colère. Terreur de l'Asie. Qu'est-ce que tu fais? Il pleut, hein. Non. Protection pour la pluie. C'est bon, on est prêt pour affronter la pluie, Alex? Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Il faut bien que toute cette nature se régénère à un moment, avec toute cette sécheresse. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. La journée se termine bientôt. Quand je vous dis on est rincé, on s'est pris une douche, mais franchement tiède la douche. Pas désagréable du tout, pas comme ces pluies froides qu'il peut y avoir dans le Jura ou en Normandie. Bon, il y a de l'orage, on a craqué, on a pris une petite location, ça faisait longtemps. Et franchement, ça fait trop plaisir, 12 €, c'est le grand luxe. Qu'est-ce que t'en penses Alexandre avec cette pluie diluvienne que nous nous sommes reçus sur la tête? Ah, ça fait du bien. En plus, le lit est confortable pour une fois. C'est l'hécatombe dehors.
J'ai préparé un petit poulet coco avec des petits oignons, de l'ail, beaucoup de gingembre, de la sauce soja pour saler, puisqu'on n'a toujours pas trouvé de sel, donc je me sers de la sauce soja pour saler. Petite astuce pour ceux qui sont en Asie, faites réduire la sauce soja et ça vous donnera un sel naturel très très bon. Et puis le lait de coco, on ne le répétera jamais assez, est un substitut incroyable à la crème fraîche. Petite carotte, petite pomme de terre qui ont été bien revenues dans l'huile avant. Et voilà, hein, ça fait un petit repas fort sympathique. Ça a mijoté. Là, ça mijote un peu fort, monsieur, je m'occupe du feu. Là. Bon, allez, on va manger là, on coupe. Petite coupe de cheveux. Regardez. C'est pas beau ça? Je l'ai saccagé. Je rigole, c'est super. 3 mm. Allez. Et on se rapproche de la frontière. Du Cambodge! Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on quitte la Thaïlande? Ah, ça va me manquer, je pense. On a passé 3 mois de folie, 3 mois d'aventure. C'était épique. C'est parti, direction les temples d'Angkor. Oh yeah! Mais avant, petit passage de frontière. Aïe aïe aïe! Est-ce que ça va bien se passer? Et voilà, on a passé la frontière, c'était rock'n'roll. Franchement, passage de frontière le plus compliqué qu'on a eu à passer de notre vie. On a fait des e-visas pour se simplifier la vie et ça nous l'a compliqué. Et nous sommes à Phoi Phet et nous nous dirigeons vers Sisophon. On est sur un petit changement d'ambiance, Alex. Viens voir l'autre Ouais, bon, les décolles, ça pue là, c'est horrible. Et c'est parti aujourd'hui, cap vers Siem Reap, 125 km pour cette petite traversée du Cambodge. Comme vous pouvez le sentir, c'est beaucoup plus chaotique que la Thaïlande. Donc il faut faire très attention. Les routes sont plus chaotiques, la circulation est plus chaotique. Et de façon générale, hein, c'est plus chaotique sur à peu près tout ce qu'on a pu croiser cette première journée d'hier. Nous avons franchi les frontières du Cambodge comme on traverse un rêve agité. Mais quelque chose s'apprête à basculer. L'invisible s'apprête à prendre forme, car devant nous se dresse un royaume enfoui, prêt à s'éveiller. Un royaume où chaque pierre porte la mémoire du sacré, où le temps s'est figé sans s'éteindre. Préparez-vous à un voyage au cœur des origines, à la source d'une civilisation disparue, mais jamais éteinte. Nous allons plonger ensemble dans la mémoire des pierres,
qui, malgré les siècles, semblent encore murmurer le souffle d'une grandeur oubliée. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de la civilisation khmère. Bienvenue au temple d'Angkor. À son apogée, au XIIe siècle, Angkor fut l'une des plus vastes cités de la planète. Un empire khmer rayonnant sur l'Asie du Sud-Est, aussi puissant que raffiné. Ici, au cœur de la jungle cambodgienne, une civilisation a bâti bien plus que des temples. Elle a élevé une vision du monde. Plus de 1000 sanctuaires, des canaux, des routes, des réservoirs immenses, de véritables mers intérieures orchestrées avec une précision déconcertante. Angkor, c'est l'alliance entre l'ingéniosité hydraulique et la ferveur religieuse, entre l'hommage à la nature et l'ambition divine des Devarajas, les dieux rois. Angkor, ce n'est pas qu'un chef-d'œuvre de pierre, c'est une énigme qui fascine encore les archéologues, les historiens, les rêveurs. On monte où, Alex? En haut du temple. Et voilà, on est donc ici au cœur d'Angkor Wat, le centre spirituel et le centre du pouvoir du royaume khmer. Le symbole qui est présent sur le drapeau du Cambodge quand même, hein, c'est pas rien. On est ici dans ce bâtiment qui a été construit au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, mais à l'époque il faut savoir que c'était hindou. Et en fait, il y a eu une transition très rapide qui s'est faite à cette époque avec les invasions et les guerres, donc une conversion très rapide. Au début, les 5 tours du mont Angkor symbolisaient le mont Meru, qui représente le sommet cosmique dans la religion hindoue. Les fossés, les bassins qui sont tout autour et qui encerclent le temple symbolisent les océans. Donc toujours cet équilibre et cette recherche de transcendance entre la nature et l'homme, entre le sacré et le profane, l'extérieur et l'intérieur. C'est magnifique ça. C'est magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est magnifique. Magnifique. Angkor Wat, ça signifie la ville du temple. Et donc, par la suite, ce lieu est donc devenu bouddhiste. Le roi voulait en faire le centre du pouvoir et montrer à quel point son royaume était puissant, parce qu'ils aiment bien construire des gros bâtiments pour montrer à quel point ils sont forts. Fort et puissant. Fort et puissant. Mais petit fait un petit peu moins marrant, on a découvert qu'il aurait fallu à peu près 300 000 hommes et 6 000 éléphants pour construire les temples d'Angkor. Donc il faut s'imaginer que c'est la population de Caen et Caen-la-Mer. Et 6 000 éléphants, pour vous donner un exemple, il y en aurait encore à peu près 300 aujourd'hui à Khao Yai en Thaïlande, le dernier parc national qu'on a fait. Ça vous laisse imaginer un peu le désastre que ça a dû être de construire ce lieu temple magnifique. Voilà, le paradoxe toujours un peu de ces lieux. Quelle étendue le temple d'Angkor? Alors, les temples d'Angkor, hein, on dit les temples d'Angkor, temples. parce que là, il y a Angkor Wat, mais vous allez voir, il y en a encore plein d'autres qu'on va vous faire découvrir. Ça s'étendrait sur une superficie de 400 km². Vous imaginez? Est-ce qu'on s'imagine? Est-ce qu'on s'imagine vraiment ce que ça représente? Donc, aventure qui commence ici à Angkor Wat et qui s'achèvera à Preaviar, à la frontière du nord avec la Thaïlande. Quelques kilomètres, Ben Taek Tay, un lieu beaucoup plus tranquille, moins touristique, qui a d'ailleurs été pensé dans ce sens, puisque c'était un lieu qui a été pensé comme un appel à la paix, où les moines bouddhistes venaient pour se retirer afin de trouver l'éveil et la paix intérieure. D'ailleurs, Ben Taek Tay, ça signifie la chambre intérieure, la chambre spirituelle. C'était un lieu qui tenait fortement à cœur au roi, qui l'a fait bâtir pour que son peuple trouve la paix, pratique sa foi, et soit en communion avec le bouddhisme, puisque c'était lui-même un fervent défenseur de la religion bouddhiste.
Bienvenue à Taprom. Taprom? Bienvenue à Taprom. On a rencontré un garçon très charmant qui vient de Saint-Lô et il nous a raconté un petit peu du coup l'histoire de la capitale Khmer. La capitale Khmer, en fait, c'était potentiellement à son apogée la plus grande ville du monde, avec plus de 800 000 personnes qui vivaient sur une superficie de 1500 km. Et du coup, en fait, la ville, elle a tellement grandi qu'au final, ils ont eu des problèmes avec les irrigations, avec l'eau. Ils avaient plus d'eau en fait au centre de la ville. Et avec quelques années où ils ont eu sécheresse, inondation, ils arrivaient vraiment plus à vivre. En fait, ils sont passés de 800 000 personnes à 200 000 à peu près. Et à ce moment-là, les Thaïlandais, qui sont l'empire juste à côté, sont venus, ils ont fait la guerre, ils ont cramé la quasi-totalité des maisons qui étaient en bois. Ils ont réduit en esclavage 100 000, 200 000 personnes. Et du coup, ici, toute la cité a disparu sous la forêt jusqu'à qu'on la redécouvre à la fin du début du siècle dernier. Trop bien. Merci beaucoup. Merci De pour les rien. infos. Bon allez, on reprend la visite. Vas-y, recommence, c'est super. On a un guide. C'est des danseurs mythologiques, parce qu'en fait ils sont que sur un pied. Dans le paradis, là où les dieux vivent, ils n'ont pas de gravité. Donc en fait leur centre de gravité n'est pas forcément aligné sur leurs pieds. Et c'est comme ça que tu sais que ça c'est des danseurs divins et pas des danseurs humains. C'est cool, hein? Ah ouais, c'est cool. C'est super cool. Alors, c'est vraiment incroyable encore, mais par contre, il faut le dire, il fait très chaud. Alors vraiment, prenez toutes vos précautions, prenez de l'eau, prenez de quoi vous armer contre la chaleur, le soleil, et surtout, faites comme nous. Si vous ne supportez pas du tout la chaleur, prenez le temps pour faire des pauses. Le matin, commencez le plus tôt possible. Optimisez vos journées, on ne le répétera jamais assez. Tu souffres de la chaleur, Alex? C'est horrible. C'est trop chaud. Est-ce que encore est à la hauteur de ce que tu t'étais imaginé? Oui, totalement. Des plus, des moins? Beaucoup de pierres. Non, je voyais ça comme ça, mais je pensais pas ça aussi grand. C'est vraiment gigantesque. C'est très beau. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris? Il faut bien s'hydrater. Et ça continue, encore et encore. Tassom, petit temple perdu, un peu plus loin de l'effervescence qu'il y a ici parfois encore, est dédié à Avalokitesvara, qui est le Bodhisattva de... T'aimes pas les pierres. On est ici au cœur d'un réservoir qui a été entièrement fait par l'homme, qui est gigantesque. C'était un lieu très spécifique pour les bouddhistes puisque c'était un lieu de guérison. Les serpents mythologiques qui est au cœur du lac, là, juste ici, autrement appelé le Naga, symbolise la force spirituelle de l'univers, donc l'énergie cosmique. Et les 4 bassins que vous pouvez voir autour de ce temple central sont là pour apaiser l'âme humaine. Encore des marches? Hein, maman? Ça te fait plaisir? Les marches de la chaleur. Incroyable. Ça va, Alex? Toutes les marches, elles sont pas très grosses. Plus on monte, Plus les marches sont petites. ouais. Je pense que les dieux, ils doivent avoir des petits pieds pour vous dire à quel point le niveau de spiritualité et de richesse linguistique s'est perdu pendant cette journée. Remarque, je vais peut-être pas trop faire le malin non plus parce que
quand même raide là, de ce côté-là. C'est émouvant de se dire qu'on est arrivé ici en vélo. Et puis c'est vrai qu'il y a ce cadre aussi dans lequel est conservé le parc. C'est vrai qu'il a été complètement englouti par la jungle. Et du coup, nous qui aimons la nature, on reste quand même dans un écrin de verdure, à dire. Mon vélo part en réparation aujourd'hui puisqu'il y a un problème avec la cassette qui se démonte, qui se dévisse. Le frein également qui a besoin d'être resserré, qui a besoin d'être révisé. Donc on dépose le vélo au bike shop et du coup on a loué un scooter pour pouvoir profiter de ce deuxième jour de passe à 72 $, on le répète. Mais effectivement ça ne vaut pas le coup de prendre le pass une seule journée puisque les temples sont tellement vastes. Si vous voulez pas faire une indigestion de temple, il est mieux de prendre le pass 3 jours et de bien créer des beaux circuits qu'on vous mettra en description. Allez, c'est parti! C'est parti pour cette journée aventure en scooter! Sous la pluie! Je sais pas où on va, mais on y va. On va se casser la gueule. Aïe 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 aïe. Et maintenant, nous arrivons à Bantai Samre, qui était plus une forteresse défensive suite aux différentes attaques successives qu'a subi le royaume khmer. Il y a eu une volonté d'affirmer la puissance et donc de créer des temples défensifs avec toujours cette volonté de rester dans une forme de spiritualité mais en créant des systèmes défensifs. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir par rapport aux autres temples qu'on vous a fait découvrir juste avant, là la différence majeure c'est que c'est beaucoup plus massif. Là vous voyez par rapport aux tailles des enceintes qu'il pouvait y avoir avant, là tout à coup, hop, on remonte. Vous pouvez voir que là on est vraiment passé sur une enceinte défensive. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas, un peu comme chez nous, les forteresses d'un côté, les églises de l'autre, ou les lieux religieux d'un côté et des lieux vraiment défensifs de l'autre. C'est qu'ils conservaient quand même cette dimension de temple. Donc, il était protégé aussi par le dieu. Bon, ils se sont rendus compte que ça suffisait pas quand même face aux attaques. Donc, il a fallu mettre en place des nouvelles architectures. Écoutez, dès qu'on entre, on s'en rend compte tout de suite. De toute façon, c'est conséquent. Et surtout, il va y avoir une succession de salles, ce qui fait que si la première est prise, on défend la deuxième enceinte, etc., jusqu'au cœur, et on se replie au cœur de la forteresse si jamais cela devait advenir. Et voilà, on est au cœur de cet espace spirituel et défensif, et comme vous pouvez le voir, ça devait être assez difficile à prendre quand même pour l'époque. Merci Jamy. Les fameux nagas, les serpents protecteurs, qui représentent aussi l'énergie vitale du cosmos. C'est un peu chez Père, mais... Bon, voilà, grosse plaque. Ouais, grosse plaque. Et voilà, nous y sommes, le centre névralgique, là où tout a pris vie, a pris naissance, a pris racine. Pakong, voilà, où est née la civilisation khmer. Et donc c'est ici que le premier roi de l'époque a pensé l'ensemble de l'identité khmer. Le temple de Patong, ce temple en forme pyramidale, symbolise en fait les différentes étapes, les différents paliers qui séparent l'homme qui est en dehors de la muraille, donc le profane du divin. Donc plus on monte en fait ces différents étages et plus on se rapproche du divin, à savoir que le roi de l'époque était un dieu autoproclamé, donc l'incarnation de Shiva sur terre. Construire ce temple, c'était le moyen d'affirmer son autodivination et donc le fait qu'il était cette incarnation. Et que dire, à part peut-être une chose importante quand même, le temple de Bakong c'est le premier qui a été créé et donc c'est ici que les bases de la civilisation khmer ont été posées au 9e siècle.
et il a inspiré par la suite les autres temples montagnes qu'on a pu voir par la suite. Nous sommes ici dans un autre temple du groupe Rollos, donc comme je vous le disais juste avant, bien avant les temples d'Angkor, à l'époque où c'était encore qu'une vision, c'est probablement ici que les rois venaient pour obtenir des conseils, soit sur leur royaume, soit avant de partir en guerre. Je trouve en tout cas que ça a une autre dimension. Qu'en penses-tu, mon cher Alexandre? Je suis totalement d'accord. Explique-nous, Romain, ce que le guide vient juste de nous dire à l'instant. C'est à toi. Eh ben, c'est super intéressant. Alors je sais pas si je vais m'en sortir, mais je crois que de ce que j'en ai compris, l'Empire Khmer ne s'est pas éteint encore au XVIe siècle, mais en fait il ne s'est jamais éteint, puisqu'en fait le peuple Khmer continue d'exister à travers différentes ethnies qui sont réparties au Laos. Il nous a parlé aussi du sud du Vietnam, il nous a parlé de la Thaïlande également. Effectivement, le royaume Thaï a mis fin à la domination Khmer de la région à Angkor, ce qui a donné ensuite le nom de Siem Reap, c'est-à-dire la ville de la défaite, par la suite, puisque ça a cessé d'être une capitale, et la nouvelle capitale, Phnom Penh, est devenue la nouvelle capitale du royaume du Cambodge. Ce qui s'est passé ici au 9e siècle, c'est que c'est ici que le peuple Khmer est né, vraiment que tout a été fondé, que les bases entre l'hindouisme et vraiment la base de l'identité Khmer se sont unifiées pour créer une identité nationale. Ce groupe de temples-là ont donc précédé cette grande époque d'Angkor. Ce qui est intéressant, c'est que les inscriptions qu'on retrouve ici sont donc en Khmer, et on en retrouvera aujourd'hui 30% dans la langue cambodgienne d'aujourd'hui. Au revoir, Romain, il s'en va sans moi. Et voilà, l'aventure à Siem Reap va se prolonger puisque Zéphyr a le moyeu cassé. Donc il nécessite une opération chirurgicale de grande envergure. Et donc il va falloir attendre la pièce, peut-être une journée ou 2 journées de plus. On verra. Affaire à suivre, Alex. Yes. On verra bien. Encore Romain qui casse. Nouvelle journée en scooter. On est là ce matin face à l'une des 4 portes de l'ancienne cité royale. Ici, la porte ouest, si je ne m'abuse. Attends. Le soleil se lève à l'est. Je couche à l'ouest. Ouest. Donc oui, nous sommes à la porte ouest puisque le soleil est derrière moi. Et donc aujourd'hui, on vous emmène en découvrir un peu plus sur le rôle de l'hindouisme et du bouddhisme dans la civilisation khmer de l'époque. C'est parti! Et on vous emmène découvrir l'un des temples les plus emblématiques d'Angkor, le temple de Bayon. Donc ce temple, il était bouddhiste au départ et non hindouiste. Puis il est redevenu hindouiste. Donc on a effacé un certain nombre de Bouddhas et de visages, mais c'est pas à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, pas à ce syncrétisme. Le syncrétisme, ça veut dire qu'il est à la fois bouddhiste et hindouiste. Mais on va s'intéresser à quelque chose de très particulier et de très intéressant. Il ne représente pas seulement l'incarnation du dieu roi, mais il y a aussi de très nombreuses scènes de vie quotidienne, comme des scènes de bataille sur le lac Tonlé, mais aussi des scènes de festivités, de très nombreuses scènes de la vie khmer qui permettent de se représenter un peu ce que c'était que la société de l'époque. Et ça, c'est quelque chose d'absolument atypique et d'unique dans l'ensemble du complexe d'Angkor. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on vous disait, Shiva. Et on le reconnaît aussi parce quand il médite avec les jambes croisées. Au-delà de toutes ces scènes de vie quotidienne absolument fascinantes qui nous permettent d'en apprendre plus sur la vie khmer de l'époque, au-delà de ces scènes navales, au-delà de ces scènes de vie quotidienne, où ils cuisinent, où ils pêchent, tout ça est incroyable. Mais ce qui fait que ce lieu est aussi symbolique et aussi fort, c'est évidemment les visages sculptés dans la pierre. Il y a 3 interprétations qui sont aujourd'hui retenues par les archéologues. La première option, ce serait que c'est des bodhisattvas de la compassion, donc une figure très importante dans le bouddhisme de l'époque. La deuxième, c'est que c'est l'incarnation donc du dieu roi de l'époque. La troisième, ce serait que ce soit l'incarnation du bodhisattva par le dieu roi lui-même. Voilà,
Vous en savez un petit peu plus sur ces figures mystérieuses qui demeurent tout de même mystérieuses puisque les archéologues n'ont pas totalement percé le secret qui se cache derrière ces rocs. Bienvenue à Benthaesrail. Ce qui a fait la légende de Benthaesrail, c'est vraiment ce granit rose et non ce grès gris qu'on a pu retrouver sur l'ensemble des autres temples, qui lui confère déjà cette couleur, mais qui a permis à ces sculptures, à ces bas-reliefs, de ne pas subir l'érosion du temps et donc de se conserver. Par ailleurs, ces sculptures, ces bas-reliefs représentent des moments très précis de la mythologie hindouiste. Ravana, le roi des démons. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est qu'ils sont souvent considérés comme les plus précis, les mieux sculptés d'Angkor, souvent considérés comme les plus fins. Et ça se ressent vraiment ici. Et c'est ce qui confère à ce temple une dimension totalement unique et magique. Les gardiens du temple. T'as pas envie de les embêter, eux. Si on peut voir des temples et voir des animaux, moi ça me va, hein. Faut en faire plus souvent des temples. Alexandre, au bout de 3 jours, des temples d'Angkor, on a marre. Je déclare forfait. Mon flambeau s'éteint. Alexandre essaye le scooter pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce qui manque sur ta tête? Un casque. Tu vas appuyer sur le démarreur qu'elle a et sur le frein. J'appuie sur le frein, sur le démarrage, je tourne la clé et ça démarre. Oh my god. On va mourir. Aïe aïe aïe. On va tous mourir. Bon, très grand moment les amis, on vient de rencontrer Brian. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Moi j'ai 23 ans et voyageur à vélo avec Sébastien depuis 5 mois maintenant. Seb. Voyageur à vélo de 23 ans également, études d'ingénieur en système embarqué. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Non, pas toi. Allez, c'est parti, à la vôtre. Avec la bière encore. Et voilà, ça y est, le vélo est réparé grâce à notre super réparateur. Génial. On est prêt à reprendre la route avec un nouveau moyeu, nouveau disque. Tout est opérationnel? Oui. Et voilà, on a retrouvé Brian et Seb. C'est parti pour cette traversée du Cambodge. On part encore. Et ça continue encore et encore. Il va se faire charger par un buffle, il va rien comprendre, il va voler. On est sur des petites pistes là, fort sympathiques, parfois un peu épuisantes, mais ma foi, plutôt sympathiques. Voilà, bon. Ça, c'est senti. Ça glisse. Le sable, la chaleur là, petite montée.
matinée ensemble. Un peu fatigant, ça. Petite pause manger là. Tu t'éponges Alex? Attends, je fais un gros plan sur ta sueur. Ah ouais. Là, sexy. Regardez le beau Mars. L'orage arrive. L'orage va droit sur nous. Ça risque d'être électrique. Ça va nous recharger les batteries. Et c'est parti. 3 km. 3 km avant le temple, on espère qu'ils vont nous accueillir. Prêt pour une nouvelle journée au Cambodge. Oh yeah. On a fait un super beau plein de légumes et on est super content. On est en train de faire le plein et d'essayer de déterminer si ça vient du 95 ou du 98 pour notre réchaud. Direction la jungle. Qu'est-ce qu'on va faire, Brian, en cette fin de journée? On va se reposer dans un petit temple, enfin on espère. Il n'y a pas de piscine, mais il est beau. Quoi? Il n'y a pas de piscine? Non, il n'y a pas de piscine. C'est une blague, j'espère. Non. J'en ai marre. Pas de piscine, il n'y a que le soleil ici. 37 degrés. Grand moment ce matin, on a commencé à photographier les jeunes moines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a demandé très rapidement qu'ils soient un petit peu plus présentables. Du coup, ils ont été se rhabiller très proprement. Effectueux. Akun. Bye bye. Bye. Et voilà, on vient de vivre un très beau moment dans ce temple avec les jeunes moines qui sont très sympathiques. Et on s'apprête maintenant à reprendre la route direction Preaviar. C'est pour l'ascension, Brian, d'aujourd'hui? Après, carrément, on va voir La seule et unique ascension du Cambodge? Du Cambodge, ouais. 600 mètres, je crois, un truc du genre. Même pas 500. 500, d'accord, ça va. Sur 6 km, ça ira. Et toi, Sébastien? C'est plat. Bon. Regardez l'arrogance. Ça va faire plaisir? Bon, oui. Mais pas à midi. Pas à midi s'il vous plaît. C'est parti. Une nouvelle journée qui commence. Et voilà, c'est parti pour l'ascension de Preaviar, cet ultime temple du complexe principal. Alors cette montée, Alex? C'est pas chaudement. Ah la vache, c'est raide. 37 degrés, 1 km 200 D. C'est parti. Ça va grimper là, ça va grimper. Ça va faire des millions de vues, ça. Millions de vues. Il est des nôtres. Il a fait tomber son vélo comme les autres. Tu te lances? Vas-y, technique VTT, on veut voir ça là. Défi relevé. La technique
VTT. Ouais, non, elle est raide, ça race, hein. Ah bah voilà. Et voilà, la technique VTT. La technique imaginaire noir. Alexandre il se fait aider par le garde du parc pour finir la côte. Excellent, génial. Et nous voilà au terme de cette ascension à la frontière nord avec la Thaïlande, ici dans l'un des endroits culturels les plus importants du Cambodge, j'ai nommé Preah Vihear. Where is Brian? Brian is in the temple. C'est vrai que c'est beau quand même. Et voilà que notre périple khmer s'achève, ici, à Preah Vihear, temple sentinelle dressé au sommet du royaume. Face à l'horizon, ces pierres nous rappellent qu'aucune civilisation n'est éternelle, même les plus grandioses. Encore maîtriser l'eau, la terre, le ciel, puis tout s'est effondré, et le silence a recouvert la gloire. Mais si les empires tombent, les cultures, elles, traversent les siècles. On dit au revoir après Vihear. Du coup, le plan de ce soir, essayer de dormir au lac juste en bas là-bas. On va voir si on est accepté. Notre premier plan avec Romain, c'était d'aller dormir à un temple qui est en haut de la montagne. Les gardes L'enfoireux. c'est mort. Il y a quand même un autre temple, on peut quand même tenter de demander. On va voir. Inch'Allah. Gros doute. Tous nos espoirs de pouvoir dormir là-haut, visiblement, sont en train de s'évanouir. Non mais ils sont complètement évanouis là, réveille-toi. Sors d'un rêve là. That's not a dream. Donc là, il y a un des policiers C'est merveilleux. qui est en train de checker, on va voir. Si vous pouvez éviter de checker un petit peu trop parce que moi je vais vomir. Check. Bon, on a essayé de bivouaquer là-haut et du coup la police touristique nous a demandé de redescendre. On lui a dit qu'on pouvait pas aller à 30 km à l'hôtel parce que c'était trop loin et du coup on nous a invités à dormir à la police station. Ouais. Là, c'est la descente dans le noir. Oh. Encore une belle aventure signée Imagineers World. Cette fois-ci on a entraîné des gens dans notre chute. Désolé. Mais bon, c'est ça qui est bon aussi. L'aventure. Encore une belle aventure. Moi j'adore tout ça. Moi le plus important c'est de garder Le sourire. la bonne humeur, le sourire. Alors cette aventure, Fou, on descend en pleine nuit, on voit absolument rien. Mais en vrai c'est très rigolo. Mais à présent, riches de ce que le passé nous a appris, nous faisons route vers le plus long fleuve d'Asie. Cap vers le fleuve tumultueux, cap vers le Mékong. et nous voilà arrivés sur les rives du Mékong. 120 km, 110, je sais plus. Après 10 000 km. Oh là là. C'est trop beau. Alex, on y est. Ça y est. Le Mékong. Le Laos en face. Juste là. Et c'est donc ici, sur les rives du Mékong, que s'achève notre route cambodgienne. Notre arrivée ici a été un choc, presque physique. Comme un réveil brutal, ici tout semble plus âpre, plus cru, plus frontal. Derrière les pierres sacrées d'Angkor,
Derrière la beauté silencieuse de ces temples, on a vu les cicatrices. Des champs en feu jusqu'à l'horizon, des forêts entières remplacées par des plantations, une biodiversité qui s'effondre à vue d'œil. Sur les routes, nous croisons les visages d'un peuple marqué par le poids d'un passé encore si proche. Car ici, l'histoire n'a pas seulement laissé des temples, elle a laissé des plaies. Le génocide, les mines, les souvenirs indicibles, tout cela flotte encore. Et pourtant, malgré cela, ou peut-être à cause de cela, cette traversée nous a profondément marqués. Elle nous a rappelé pourquoi il est si important de ne pas détourner les yeux, de ne pas seulement admirer les vestiges, mais d'écouter ce qu'ils disent de notre monde. Le fleuve s'étire, majestueux, comme un fil entre les mondes, colonne vertébrale de l'Asie du Sud-Est. Il incarne à la fois l'origine, la frontière et la promesse. Il coule lentement, puissamment, indifférent aux empires tombés, aux cicatrices humaines, aux saisons qui passent. Arrivé là, à vélo, après tant de poussière, de silence et de questions, c'est comme toucher un symbole. Celui du passage, de la continuité et de ce qui reste quand tout vacille. Dans le prochain épisode, nous tenterons une traversée sauvage du Mékong pour rejoindre le Laos. Ce fleuve mythique, chargé de légendes et de mystères, nous guidera entre les 4000 îles, avant de nous entraîner dans une épopée vibrante à travers les reliefs du Laos. Et si tout cela, comme nous, vous touche, vous fait rêver, vous questionne, partagez vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez nous soutenir à travers les méandres labyrinthiques de l'algorithme de YouTube, aimez la vidéo, abonnez-vous ou mieux encore, adhérez à notre abonnement mensuel pour accéder entre autres à nos vidéos en avant-première et nous aider à aller encore plus loin dans cette aventure. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs, Comme des Imaginers World. On est prêt pour cette nouvelle aventure et cette aventure qui se termine au Cambodge. Yes. C'est une fin folklorique. Mais c'est pas mal. Allez, voilà. Doucement, doucement, doucement.